Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. La prolongation, merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace, également sur Espace TV tous les matins, mesdames et messieurs. On continue notre émission, on parle du Niger, cette fois-ci le Niger donc a réussi en 2021 sa transition démocratique. Mamadou Issoufou l'avait promis et il l'a fait. Évidemment, on essaie de comprendre ce matin avec cette interview que nous allons vous proposer quelques extraits. Évidemment, l'intégralité c'est ce soir sous le coup de 20h sur Espace TV, mon cher Jacques Liwal. Nous étions du côté de Niger, mon cher Ahmed, évidemment, pour planter le décor. Allez-y, mon cher. Pour planter le décor, mais écoute, on a été invité par la presse, la présidence, j'allais dire, nigérienne, qui a regroupé des journalistes africains, sénégalais, ivoiriens et d'autres, pour qu'on aille se rendre compte sur place, d'une part, de l'effectivité de la démocratie naissante et consolidante du Niger, et puis les problèmes de sécurité, puisque le Niger est au centre avec des pays frontaliers, avec les pays comme le Mali, le Burkina, et c'est important pour notre sécurité. Et donc on a été effectivement invité. Ça s'est extrêmement bien passé. On a été bien reçus. On a fait notre travail de journaliste. Jacques a eu l'opportunité d'interviewer le président. Je sais qu'il a assuré. Et puis ensuite nous on a rencontré les autorités. On a eu accès. Et ça c'est important de le dire. On a eu accès au ministre. Il y avait pas de fioriture, il y avait pas de barrage. On les a interviewés. On a pu poser les questions que l'on voulait. Donc je voudrais que ici, dans notre propre pays, on en prenne de la graine, parce que la communication aujourd'hui devient importante. Et le président du Niger nous l'a dit, il s'est rendu compte qu'ils en avaient marre un peu de passer par les canaux occidentaux, qu'il y avait une presse qui existait en Afrique, une presse de qualité, parce que vraiment, moi j'ai vu, on avait des journalistes autour de nous qui étaient des journalistes de qualité. Les Africains, en termes de journalisme, ont du talent, et il faut qu'on se le dise, et c'est heureux que des présidents africains tels que Bazoum s'en rendent enfin compte. Donc voilà, on est dans une mutation de communication. L'Afrique a besoin de faire passer des messages par ceux qui la comprennent, ceux qui la vivent au jour le jour, non pas ceux qui sont assis dans leur studio en Occident et qui n'ont aucun rapport avec nos réalités, nos compatriotes, nos concitoyens. Et ça, c'est aisé et c'est une excellente chose. Je voudrais finir par une petite anecdote, parce que j'ai vu Lamine Guirassy sur le terrain à Terra. Je peux vous dire, chers auditeurs, que c'était quelque chose à plus de 50 degrés. Mes respects. Ouais, mais c'est juste incroyable. Hein. Je sais pas comment je suis sorti. Je sais pas comment tu as fait. Je sais pas comment tu as fait. Une interview avec beaucoup de choses, évidemment, que le président a évoqué avec vous, mon cher Jacques Lewalino. Oui, beaucoup de choses. Ahmed l'a dit au début, parce que ça nous a bluffé tous quand il a dit, vous savez, nous avions l'habitude de recevoir des médias français pour leur accorder des interviews. Et après, on se rend compte qu'ils ne disent que ce qu'ils pensent déjà de nous. Il estime qu'à partir de sa communication qu'il a faite avec les médias ouest-africains, que d'autres vont l'imiter, parce que les médias occidentaux ont déjà une idée arrêtée de l'Afrique. C'est une Afrique de misère, c'est une Afrique de l'insécurité. Donc, quelles que soient les interviews qu'on accorde, bien entendu, avec de l'argent qu'on donne à ces journalistes, même s'il n'a pas voulu nous le dire clairement, mais on sait déjà que pour les déplacer, c'est déjà de l'argent qu'on donne. Il a choisi la méthode la plus efficace. C'est comme ça, il le dit. Je parle aux Africains qui comprennent nos problèmes et qui pourront relayer cela au niveau de leurs médias. L'interview qu'il nous a accordée donc à 4 télévisions, E-Media du Sénégal, Joliba TV du Mali, la 3 TV du Burkina et BFM TV, la 5 télévisions, et puis nous, Espace TV, c'était axé sur les thématiques qui sont de l'actualité actuellement au Sahel. D'abord, l'insécurité dans son pays, puisqu'il est sur le point, lui en tout cas, de maîtriser un peu la situation dans son pays, comparé à ce qui se passe au Burkina et puis ce qui se passe au Mali. Il y a encore des attaques, mais il essaye un peu de ramener peu à peu les citoyens qui s'étaient déplacés déjà sous Youssoufou, Mamadou Issoufou, mais également au début de sa gouvernance. Ensuite, on a parlé un peu de l'insécurité dans le Sahel en général, de ses relations avec le Mali qui ne sont pas tellement bonnes ces derniers temps, mais également nous avons parlé de la CEDEAO. Et l'autre chose fondamentale que je n'ai pas mentionné ce matin dans les extraits qui vont passer, c'est bien sûr l'éducation, parce que si chez nous
nous, on considère la scolarisation de la jeune fille comme un moyen pour promouvoir l'égalité des chances. Au Niger, la scolarisation de la jeune fille est choisie pour maîtriser la démographie. Parce qu'ils considèrent que la démographie est galopante. Les jeunes filles se marient très tôt, entre 13 et 15 ans. Et désormais, il essaye de maintenir les jeunes filles le plus longtemps possible à l'école. Et la solution, tout trouvé, c'est de construire des internats dans les collèges ruraux où on éloigne les jeunes filles, n'est-ce pas, de leurs parents, où elles n'auront pas accès à ces prétendants qui viennent solliciter, n'est-ce pas, les mariages. Et aujourd'hui, d'après ce qu'il a essayé de montrer et puis les explications qu'on a eues sur le terrain avec les ministres, effectivement, il y a des internats qu'on a commencé à construire et quelques élèves de jeunes filles sont déjà récupérés pour les loger, n'est-ce pas, à ce niveau. C'est seulement ces détails-là qui ne sont pas souvent vus, dit-il, dans la communication qui est faite par les médias occidentaux, parce qu'on ne se focalise que sur la question sécuritaire, qui est une réalité, mais qui n'est pas que la réalité de l'Afrique et notamment du Niger. Justement, beaucoup de choses à dire, hein, mon cher Ahmed. Énormément. On a le temps de préparer, évidemment. Oui, mais énormément de choses à dire. En fait, moi, j'étais vraiment, j'étais sous le charme, d'abord, de ce qui s'est passé, parce que, il faut le dire, on a été extrêmement bien reçus. On nous a surtout laissé l'entière liberté de poser les questions que l'on voulait, et on nous a facilité les accès. Et ça, c'est très important en termes de communication. Quand on donne aux journalistes les accès aux gens qui sont en charge de la diplomatie, de la sécurité, et qu'on peut avoir la liberté de leur poser toutes les questions sans qu'il y ait aucune restriction, c'est important, parce que ça permet à nous, journalistes, de venir dire à nos auditeurs africains ou d'ailleurs aux mondiaux ce que l'on ressent. Et puis, c'est très important ce que Jacques vient de dire. On sentait un président sur deux choses. Il a sans cesse, quand on l'a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on l'a une première rencontre, il a sans cesse parlé de son prédécesseur. Il nous en a beaucoup parlé. Et ça, c'est de l'élégance républicaine. J'appelle ça, moi, de l'élégance républicaine. Il a parlé de l'œuvre de son prédécesseur et la continuité de l'État. Et à tel point que j'en avais les frissons. Parce que c'est important, cet état d'esprit démocratique. Et puis, c'est un homme qui est très préoccupé par la sécurité, parce qu'on le sait, la sécurité notre sécurité ici dépend de ce qui va se passer dans le Sahel, et notamment de la maîtrise des frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger. Donc le Niger est au centre. Et puis avec la Libye, où il n'y a pas d'État, avec l'Algérie, qui est devenue la frontière malienne-algérienne, qui est devenue un no man's land complète. Donc ce sont des enjeux extrêmement importants. Et puis pour conclure, moi c'était la première fois que j'allais au Niger. J'avoue que c'est un pays extrêmement complexe, fascinant en termes culturels. Je sais que nos techniciens ont fait beaucoup de reportages dans la rue. Bref, on a fait ce que j'aime, ce pourquoi j'ai adhéré maintenant à ce métier, parce que je rappelle à ceux qui ne le savent pas encore que j'ai aussi ma carte de presse. J'ai fait et on a fait notre métier sur le terrain, et c'était vraiment bandant. Voilà, on va essayer de repartir cette fois-ci. J'espère que c'est la bonne, avec toujours le président Bazoum. Si vous êtes prêts à la régie, on va y aller. Je ne pense pas que la question de la lutte contre le terrorisme soit une question technique et qu'il suffit d'avoir le bon partenaire pour que ça se règle. Si c'était le cas, oui, nous aurions tous ensemble déceler les critères à partir desquels on définit le bon partenaire, et on va tous ensemble avec lui. Et si cette question était d'ordre théorique et logique, elle ne poserait un problème à personne. Nous aurions convergé parce que nous sommes tous animés de la même volonté, justement, de vaincre le terrorisme. La question est plus compliquée que cela. Nous n'avons pas une ambassade de Russie ici, nous n'avons pas un contact avec la Russie qui nous a permis de comprendre qu'il y avait des avantages à envisager d'aller avec ce pays. Et donc pour nous, la question ne se pose pas. Ce n'est pas de façon totalement abrupte comme ça qu'un matin nous nous réveillerions pour dire que la solution c'est une forme de coopération avec la Russie. J'ai toujours dit que nous achetons nos hélicoptères à la Russie, et donc ça c'est notre ministère de la Défense qui a des canaux par lesquels il passe pour procéder à des opérations de vente, d'achat, du matériel militaire russe.
Mais j'ai également toujours dit que nous n'envisagerons jamais de louer les services d'une société de sécurité privée russe ou relevant de notre pays pour faire la guerre à la place de notre armée. D'une part parce que nous n'avons pas ces ressources-là. Vous savez, nous, le Niger, nous avons des ressources très limitées. Et ensuite, notre armée ne l'acceptera même jamais, tout simplement parce que ce serait prendre dans ce que nous donnons à l'armée pour le mettre à la disposition de ce personnel des sociétés de ce genre-là. Dans ces bottes, évidemment, le président nigérien. On a évoqué aussi d'autres sujets en parlant du Sahel, Jacques. Oui, en parlant du Sahel, d'abord, le sujet qu'il évoque ici, c'est bien sûr la question de la coopération avec la Russie, parce qu'on le présente un peu comme étant, si vous voulez, le laquais de la France, donc celui qui fait la politique de la France dans le Sahel actuellement. Et c'est pour cela il est en froid avec le Mali, parce que de l'autre côté, on essaye de privilégier, n'est-ce pas, la coopération avec la Russie, mais pas avec la Russie en tant qu'État, avec Wagner. Et donc la réponse qu'il donne, c'est que dans un premier temps, il estime que son pays n'a pas de moyens pour s'acheter les services d'une société privée. Et puis, même si le pays avait des moyens, son armée n'accepterait pas qu'il prenne l'argent qu'il aurait pu leur donner pour les équiper, pour les former, et donner cela à une société privée. Donc son choix, c'est de mobiliser des moyens pour accompagner son armée, et je crois sur le terrain, c'est ce qui se passe. Tous les partenaires étrangers qui interviennent sont dans la formation et dans l'accompagnement en termes de mobilisation de ressources, des ressources financières, mais également de moyens matériels pour pouvoir combattre les terroristes, mais ils n'interviennent pas directement au sol. Voilà, on va écouter le président Bazoum sur G5 Sahel cette fois-ci, évidemment, et derrière on revient. C'est une organisation, je l'ai dit récemment, qui était encore, on va dire, dans les limbes, qui balbutiait, dont l'identité, vous le voyez bien, n'était pas totalement acquise, dont les missions et les modalités de la prise en charge des missions en question n'étaient pas encore nettement définies. Nous avons mis en place un secrétariat, il a fait le travail qu'il a pu faire, mais nous n'avons jamais réussi de véritable coordination opérationnelle de nos actions militaires. Dans la mesure où, en vérité, l'enjeu, c'était les 3 pays du centre, le Mali étant absent de sa partie septentrionale, nous n'avons jamais pu mener des opérations conjointes, par exemple avec le Niger. Nous n'avons jamais su nous coordonner tout à fait. Avec le Burkina, nous avons eu des opérations coordonnées, pas forcément dans le cadre du G5 Sahel qui existait pourtant et qui avait quelques forces qui étaient dédiées, que nous pouvons utiliser, que nous utilisions, mais pas dans des missions typiquement G5 Sahel avec des instructions qui viennent du dispositif de commandement du G5 Sahel. Quand est intervenu le coup d'État du Mali et les difficultés qui se sont accumulées dans ses relations avec certains de ses partenaires et avec les autres pays voisins. Bon, voilà, ça fait qu'aujourd'hui, je considère que le G5 Sahel n'a pas tout à fait réussi sa mission de coordination des investissements économiques qui était l'objet de sa mission à la base. Il n'a pas davantage non plus répondu de façon efficiente à l'objectif de la coordination opérationnelle des actions militaires. Le retrait annoncé du Mali complique davantage la situation? Oui, oui, bien sûr, dans la mesure où on était 5, maintenant on n'est plus 5. Donc je considère que ça accroît encore nos difficultés qui étaient bien réelles avant le retrait du Mali.
Le président Mohamed Bazoum, à l'instant, évidemment, dans le GG sur Radio Espace. Vous avez évoqué d'autres sujets également aussi, mon cher Jacques Léo. Oui, l'autre sujet, c'est bien sûr la coopération avec le Mali. Ils sont en froid et il l'évoque clairement. Je crois que c'est beaucoup plus pour Choguel Maïga. Il essaye un peu de l'attaquer. Il le présente. Il a échoué, hein, il l'a dit. Bon, en fait, il le dit clairement. En fait, son problème avec Choguel, les grandes gueules, c'est à deux niveaux. D'abord, c'est quelqu'un qui a servi Moussa Traoré, et lui étant quelqu'un qui s'est battu pour la démocratie dans son pays, ils ne peuvent pas s'entendre. Et l'autre chose, c'est bien naturellement le discours de Choguel qui a tendance à le présenter comme étant celui qui fait l'affaire de la France, n'est-ce pas, en Afrique. C'est vrai qu'il est très dur avec les militaires, mais quand il parle du Mali, c'est bien entendu Choguel qu'il évoque. Il estime que c'est quelqu'un qui n'a aucune chance de devenir président un jour, et c'est pourquoi il se range bien entendu avec les militaires pour pouvoir profiter de cette situation. Il ne comprend pas que le M5 après le combat et puis quand même avoir comme représentant au gouvernement ce Premier ministre. Justement, on va continuer à décrypter avant la diffusion donc de cette interview ce soir à 20h sur Espace TV. Il a parlé aussi des coups d'État. On écoute le président Bazoum et derrière on revient. Vous savez, quand en 2012, il y a eu le coup d'État du capitaine Sanogo, nous l'avons dénoncé avec beaucoup de verve, avec beaucoup d'engagement, et personne ne nous avait fait de procès. Quand en 2020, il y a eu un coup d'État au Mali, nous l'avons dénoncé, et dans les deux cas, il y a eu des arrangements avec la CEDEAO, et ça s'est tu, les relations ont continué à être normales. En 2021, il y a eu un deuxième coup d'État qui a brouillé les relations avec la CEDEAO, avec le Niger notamment, à partir desquels vous voyez tous les procès qui sont en train d'être faits contre nous. Mais je voudrais vous dire que quand en 2011-2012, il y a eu des Maliens qui ont voulu faire sécession, nous étions le pays qui avait été le plus engagé pour les combattre. Ils sont pourtant nos voisins, ces gens du nord du Mali. Nous les connaissons. Mais nous avons été, nous, État du Niger, à travers la personne du président Issoufou et de ma personne comme ministre des Affaires étrangères à l'époque, ce qui les avait le plus combattus. L'État du Mali a chancelé, s'était presque effondré. Et nous avons été témoins du comportement d'autres personnes. Nous n'avons jamais été ambigus, nous. Nous n'avons jamais, en sourdine, eu des contacts avec ceux que nous avons condamnés dans leur entreprise de sécession de l'État du Mali. Nous avons été conséquents. Et nous avons défendu le Mali. Quand nous nous sommes retrouvés à Alger pour discuter de l'accord de paix, j'étais ministre des Affaires étrangères. J'étais le seul à avoir dit que l'article 6 de l'accord n'est pas acceptable. J'avais même exigé qu'on suspende les discussions pour donner la possibilité à la délégation malienne d'appeler ces autorités pour savoir si elles ont pris la mesure des implications des dispositions de l'article 10, de l'article 6, qui dit que les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct, que le président du conseil régional est élu au suffrage universel direct, il est le chef de l'exécutif et de l'administration régionale. J'avais dit que ça s'appelle du fédéralisme, et que les Maliens ne doivent pas accepter ça. Ils ont suspendu pour 15 minutes, ils sont revenus nous dire non, ils savent ce que ça veut dire, mais ils sont d'accord avec cette disposition. Je leur ai dit qu'elle sera difficile d'application et qu'elle va subvertir vraiment l'organisation administrative du Mali et qu'à ce titre, elle n'est pas acceptable. Donc, j'ai combattu pour l'unité du Mali. Nous avons combattu pour l'unité du Mali en refusant la sécession. Nous avons combattu pour l'unité du Mali en n'acceptant pas le principe d'une grosse difficulté comme ça contenue dans l'accord. C'est avec cette éthique-là qu'aujourd'hui encore,
nous menons le combat pour que le Mali revienne sur les rails de l'état de droit, de la démocratie, qui sont les gages de sa stabilité. Si nous sommes contre le Mali, ainsi que laisse accroire une certaine propagande, on nous aurait pris à défaut depuis déjà très longtemps. Nous sommes les seuls qui avons été particulièrement virulents contre le projet de sécession. Nous sommes les seuls qui nous sommes mis à dos nos frères du Nord à l'époque de la discussion sur l'accord de paix. Et aujourd'hui encore, nous luttons pour que le Mali reste uni et que les autorités actuelles consentent les aménagements qu'on leur demande pour une transition qui va être soutenue par tous, qui va être inclusive et qui va jeter les bases d'institutions démocratiques à même de stabiliser le Mali et d'en faire un grand partenaire dans notre combat commun contre le terrorisme. Monsieur le Président, vous définissez comme un militant de la démocratie. Vous avez parlé du Mali tout de suite. On a vu que contre le Mali, vos positions étaient très dures, mais par rapport au Tchad, où il y a eu un coup d'État, où il y a une transition, mais issue d'un coup d'État, là, et vous semblez caresser dans le sens du poil. Est-ce que là, il n'y a pas une incohérence dans votre démarche, Monsieur le Président? Non. La décision de la communauté internationale d'accompagner le Tchad procédait de l'émotion qui avait été ressentie au lendemain de la mort du maréchal Idriss Déby Itno et des risques réels d'implosion du Tchad. Comparaison n'est pas raison. Les contextes sont totalement différents. Au Tchad, les forces rebelles étaient à quelques kilomètres, à 200 kilomètres ou 150 kilomètres d'N'Djamena. Les Tchadiens, plus toute la communauté internationale, ont considéré qu'il vaut mieux avoir un État, fût-ce par le canal de l'armée, pour faire face à cette situation et la gérer plutôt que l'implosion. Parce que si les rebelles venaient, ça va être une guerre civile. L'interview laisse l'intégralité évidemment à suivre ce soir à 20h sur Espace TV avec nous. Tamba, vous avez vécu à un moment donné du côté du Niger. On a écouté évidemment quelques extraits de cette interview du président Bazoum. Déjà, de coup d'État. Déjà bravo, vous êtes revenu survivant, vivant du soleil nigérien. Il y a Jacques qui me demande comment tu faisais pour survivre à ça. J'ai dit ouvre ton frigo, tu t'assois devant. Voilà, après, ça va aller. Non mais Bazoum hérite de Issoufou. Vous l'avez vu. Issoufou qui fait ses études en France, qui revient, qui défend quand même une transition démocratique dans son pays. Ça se passe très bien. Ensuite, Bazoum est installé. Vous savez ce qui s'est passé entre-temps parce que il est de son parti, le PNDS Taraya. À l'intérieur, finalement, il devient président. Et aujourd'hui, c'est lui qui conduit les destinées du pays. C'est quand même un territoire, mais on reviendra certainement pas là-dessus, sur le profil quand même de Bazoum, qui est Touareg, qui n'est pas forcément le groupe le groupe majoritaire du Niger, mais c'est quand même aussi gage de stabilité dans cet espace nigérien, parce que au départ, vous avez vu les premières rébellions qui ont fait souffrir les présidents avant Issoufou, Diori Amani, Mamadou Tandja, ainsi de suite, parce qu'il y a quand même ces frustrations telles qu'on en entend un peu partout, des groupes Touareg qui sont présentés comme sponsorisés par Kadhafi à l'époque, dont l'épouse, il faut quand même le dire, une des épouses venait de Agadez, qui est une des régions, la région la plus proche d'Algérie et de la Libye, finalement de laquelle vient, donc qui est aussi Touareg. Donc en l'ayant, c'est quand même aussi, même quand il y avait Birji Rafini à l'époque Premier ministre, était présenté comme gage de stabilité. Et aujourd'hui, je pense que cet exercice n'est pas fortuit. Certes, il s'ouvre à la presse
africaine traditionnelle. Ce sera pas Jeune Afrique comme on a l'habitude de ni voir, France 24. Ni France 24. À la presse en dessous du Sahara, vous avez fait le job comme ça se fait, mais il en avait besoin pour certainement changer de paradigme dans les communications présidentielles en Afrique. Mais il y a quand même une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, cet exercice, il en avait besoin. Ouais. Il se présente aujourd'hui comme le leader du Sahel. Le président Déby est tombé. Celui qui est arrivé est un genou. Vous savez, en Afrique, on ne va pas le respecter. Au Mali, tout près, c'est Assimi Goïta. Il n'a pas la légitimité pour se présenter comme ça. D'ailleurs, vous savez, toutes les sanctions et les bras de fer qui opposent aujourd'hui le Mali, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, entre autres la France, parce que quand on va parler de communauté internationale sur ces territoires du Sahel, il faut tout de suite voir la France. C'est la même situation au Burkina Faso. Naturellement, il devient le leader du Sahel. Et il s'exprime sur ces questions-là de cette façon. Et c'est à ce titre, à mon avis, c'est l'analyse que j'en fais. C'est pas pour faire le bilan de sa mandature. Il a besoin de se tailler cette image-là. Et quelle démarche de mieux que de faire appel à un certain nombre de médias leaders dans la sous-région. C'est forcément à ce titre qu'on va appeler Adafo Média en Guinée, que la Côte d'Ivoire, que le Sénégal, et ces États vont se retrouver avec les grandes gueules, des journalistes de très bonne facture qui sont face à lui et qui lui posent les questions tout bonnement. Ouais. Et donc, il est là et il répond à ces questions. Il a un avis sur un peu de tout. Moi, c'est finalement l'analyse que j'en fais, au moins au plan de la démarche. Ouais. Au moins au plan de la démarche. Ouais. Allez-y, mon cher Antoine. Vous avez écouté quelques extraits. Oui, d'abord sur la démarche, comme le dit en bas, je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est une initiative que doivent prendre tous les chefs d'État africains. Faire confiance en leur presse. Parce que le mal qu'on a, c'est ce complexe d'infériorité parfois. Exact. Même pour dire bonjour, on appelle RFI pour se prononcer sur des situations qui ont lieu dans leur pays. Les grandes gueules. Parfois, lorsqu'il y a un événement qui se produit, on attend que le président s'exprime. Il attend de communiquer sur un média international pour qu'on prenne au sérieux ses propos. Et parfois, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'étranger pour des guerres de communication. Entre l'opposition et le pouvoir, c'est à l'étranger qu'ils vont sur des plateaux des médias internationaux pour se prononcer afin qu'on les prenne au sérieux. Alors qu'ils ont des médias dans leur pays sur lesquels ils peuvent se prononcer. Et rappelez-vous, pourquoi Alpha n'a jamais été d'accord avec la presse guinéenne? Parce qu'elle était le premier à l'offenser en disant qu'il n'y a pas de journalistes en Guinée. Et donc, Bazoum, avec cette attitude-là, pour moi, renoue la confiance entre lui et les médias africains. Et j'ai vu la façon dont l'interview a été conduite. J'ai vu des journalistes de renom sur le plateau, des journalistes aguerris sur le plateau. Et je pense que cette méthode-là, beaucoup de présidents doivent s'en inspirer. Ouais. Parlons du contenu, parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites au sujet du terrorisme. Il dit qu'il n'a pas de moyens pour financer l'arrivée d'un groupe privé dans son pays, faisant allusion à Wagner de la Russie. Oui, mais il ne le fera pas. Au même moment, il reçoit sur son territoire l'opération Berkane, je crois bien. C'est-à-dire du Mali, c'est au Niger qu'ils vont s'installer. Et je ne crois pas que ce soit fait au hasard. Ils ont leurs intérêts. Justement. Ils ont leurs intérêts avec le gaz, l'uranium d'Agadez. C'est ce que je veux dire, c'est que Bazoum, au même moment qu'il refuse une opération privée dans son pays, il reçoit la France à bras ouverts avec. Il traite d'État à État. Non, c'est pas la même chose. Wagner, il faut quand même rappeler que Wagner, ce sont des mercenaires. Attention, non, il ne faut pas tout mélanger. Il faut quand même rappeler une chose. Wagner, ce sont des mercenaires qui font payer pour faire la guerre. Là, la France et le Niger, même s'il y a des intérêts, on le sait, mais c'est d'État à État qu'il négocie. Même si c'est pas la même chose. Allez-y, Antoine, pour clore. Merci pour ton soi-disant complément d'info, parce que j'ai le mot pour dire. C'est pas votre souci, c'est que vous ne laissez pas les gens aller au bout. Allez-y, Antoine. Non, laissez-moi. Non, pas du tout. Vous m'interrompez à tout bout de champ. D'accord, je vais jusqu'au bout. Je disais donc qu'il dit ne pas avoir de moyens pour financer des étrangers. Voilà. Il dit qu'il n'a pas de moyens pour financer une opération avec des étrangers, notamment privés de la Russie, mais il reçoit la France avec Barkhane dans son pays. Ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Mais si c'est pas gratuit, la France apportera
va prêter main forte forcément à la lutte. Mais c'est ça la raison. C'est pas où est le problème? Attends, mais il faut qu'on se comprenne. Attendez que je finisse. La France prêtera forcément main forte. On parle de sécurité là. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Bazoum? Bazoum a dit qu'il veut faire confiance en son armée. Attendez, il fait confiance en son armée. Attendez, il fait confiance en son armée qui pour lui, je te rappelle qu'il y a eu plus de 100 morts au Burkina ce week-end. Son armée, selon lui, sera opposée au fait qu'il fasse tué par des djihadistes dans son pays une opération comme Wagner. Au même moment, il fait venir la France. Et alors je te rappelle, mais je te rappelle qu'on parle de sécurité et qu'il y a eu 100 morts récemment là, ce week-end. Je relève une certaine contradiction. Là, je le maintiens. Vous ne m'enlèverez pas ça. Mais de l'autre côté, avec le Premier ministre malien, moi, je suis d'accord avec lui. Le PM malien, je suis d'accord que Choguel, c'est le principal instigateur de tout ce qui a lieu comme mot au Mali aujourd'hui. Il a réussi à mettre à mal le Mali avec la plupart des pays qui l'entourent. Avec la CEDEAO, avec d'autres pays qui ne sont pas de la CEDEAO. Le seul Choguel a réussi de par ses propos parce qu'il a la bouche. Non, il n'est pas seul. Lui et les militaires. Mais c'est le cerveau. Non, mais c'est lui et les militaires. Il parle en leur nom. Ah, mais oui, il parle en leur nom. Le président est un sourd-muet. Le président, il ne parle pas là-bas. C'est parce qu'il est d'accord avec cette politique. Il ne peut pas parler. Oui, mais c'est parce qu'il est d'accord avec cette politique. Le PM, c'est la tête à penser de la junte militaire au pouvoir au Mali. En fait, c'est un peu parfois, c'est le contraire de ce que nous avons ici avec notre PM qui parle peu. Au niveau du Mali, le PM, c'est lui qui se prononce sur tout. Quand il y a une crise, c'est à lui que Goïta prête sa voix pour parler. Et lorsqu'il parle parfois, ce n'est pas filtré. Généralement, quand il parle, c'est pour lancer des pics à l'endroit de ses voisins et d'autres pays. Pour moi, à ce niveau, je suis d'accord avec le président nigérien et je pense qu'on le découvre et je ne connais pas forcément toutes ces manœuvres pour développer son pays, mais je pense que tel qu'il a commencé avec ses communications dans la presse africaine, c'est une initiative que je salue. Et encore une fois, j'espère que nos militaires au pouvoir en Guinée vont en faire autant, faire en sorte que la presse guinéenne, d'abord, soit mise en confiance et celle africaine ensuite. Merci beaucoup. Moi, je retiens surtout de cette interview un président qui parle avec ses compatriotes, des Africains, et je vois l'aisance avec... oui, c'est compatriote. Jacques est un compatriote, Bazoum. Les homologues. C'est pas des homologues. Non plus. Jacques n'est pas président. Jacques n'est pas président. Non, tu fais pire. Les grands. Je ne sais pas, c'est des homologues. Alors, monsieur le président Jacques Lewaleno. Et donc je vois l'aisance avec laquelle les échanges se sont déroulés entre compatriotes. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Est-ce que Antoine, permets-moi. Jacques n'est pas son homologue. Antoine, s'il te plaît. On peut maintenant. Alors, je veux dire, si c'était avec une télé française, l'attention serait montrée d'un cran parce que généralement les journalistes de l'Occident viennent avec une certaine arrogance de la connaissance et d'une certaine arrogance de la maîtrise de l'information. Et malheureusement, ce sont nos présidents qui ont donné de la valeur à ces chaînes. Ces chaînes sont les plus regardées parce que, comme le disait Antoine, c'est là où ils courent pour aller verser leurs paroles. Ça, c'est entre guillemets. Donc, j'espère que la tendance va changer et que ça va faire cas d'école, surtout pour les présidents un peu trop arrogants. Pour revenir un peu à ce que Antoine disait sur la force Barkhane, je veux rappeler à Antoine que la différence entre Wagner et la force Barkhane, elle est grande. Non, non seulement l'autre, c'est une république, l'autre, c'est un groupe de mercenaires privés, un groupe de sécurité privée qui traite avec un président ou un État pour aller non seulement assurer la sécurité du président, c'était le cas en Centrafrique, ou alors venir, soi-disant, mener la guerre contre les djihadistes dans une proportion donnée. Alors que la force Barkhane est une force qui lutte dans le Sahel. Et qui parle du Sahel, parle de la Mauritanie, parle du Tchad, parle du Niger, parle du Burkina Faso, etc., etc. Donc, ce sont des coopérations État-État, et puis avec déploiement d'une force, certes à majorité française, mais avec des alliés, ce qu'on appelle des alliés, ceux qui utilisent les forces locales pour aller sur le terrain. Alors que dans le cas de Wagner, c'est complètement différent parce que l'État russe même a du mal à justifier l'appartenance de Wagner à la Russie ou alors l'implication de l'État russe dans le contrat entre le Mali et Wagner. Donc, bref, c'est ce que je voulais dire. Dans le cadre...
Pardon? Cadre. Oui, d'accord. Bref, c'est ce que je voudrais dire sur ce cadre sujet, Ahmed. Pour continuer avec l'interview du président Bazoum, moi ce que je voudrais dire, Ahmed a bien rappelé la situation en appelant nos autorités ici à en faire un cas d'école. Récemment, tu parleras après, récemment on a vu l'interview du colonel Amara sur France 24. On sait bien le ton dans lequel l'interview était montée. Et généralement, je me mets dans la peau des populations désormais. Généralement, nous, les Africains, on a du mal à consommer généralement les interviews qui se passent sur les télés occidentaux, les occidentales, parce que tout simplement, on se dit que c'est une sorte de néocolonialisme à l'information. Les télés occidentales vont traiter d'un sujet africain selon leur vouloir, selon l'image qu'ils veulent protéger, et selon le prisme sur lequel ils regardent le pays ou selon la... Et puis cette espèce de paternalisme qu'il y a dans les... C'est-à-dire que c'est... Moi, je t'interromps là-dessus, parce qu'il faut mettre l'accent dessus. Moi, j'ai trouvé l'interview, par exemple, de Amara sur France 24 inutile, parce qu'elle n'apporte rien. Elle ne donne rien comme information. Attends, Lamine, juste, elle ne donne rien comme information supplémentaire. Il aurait pu vraiment avoir le respect de s'adresser, je finis Lamine, de s'adresser aux médias, que ce soit africains ou guinéens. On en a marre que notre actualité, nos informations passent, se soient filtrées, gérées par les Occidentaux et nous reviennent. Que nos dirigeants s'adressent à nous. À la limite, nous pourrions, nous, être le relais de France 24 pour leur donner les informations qu'ils veulent. Parce que et Bazoum l'a dit, c'est ça que j'ai retenu chez cet homme, c'est ce décomplexe qu'il a. Il est décomplexé. Et c'est une excellente chose. Parce que, je voudrais juste finir là-dessus, il est important maintenant que nos dirigeants comprennent que les journalistes africains sont formés et qu'il va falloir qu'ils fassent confiance à la presse. Merci beaucoup, Ahmed. Non, j'ai fini. Allez-y. Ce qu'il faut souligner pour clore, je voudrais tout simplement rappeler que pas plus tard que la semaine dernière, je regardais une vidéo de Claude Iciard où justement il dénonçait cet état de fait. Absolument. Le traitement de l'information des médias à l'Occident par rapport aux Africains qui sont venus de l'Ukraine et qui sont rentrés dans ton pays, Lamine, où on leur a demandé, en France, où on leur a demandé de dégager tout simplement. Et donc, cette espèce de tri entre populations slaves, qui sont proches de nous et qui sont nos compatriotes et qui ont le droit de vivre sur le sol français parce que tout simplement, ils ont quitté un pays de guerre, et les Africains qui ont quitté ce même pays de guerre, mais qui n'ont pas le droit, qui sont revenus dans un même pays, la France. Les grandes gueules. Dès qu'on parle de la France, tu dis merci, mais on continue. Et tu mets les grandes gueules pour couvrir ce que je suis en train de dire. Mais ça, c'est audible. Je sais que les auditeurs en fond sonore entendent très bien. Tu peux mettre 1000 fois les grandes gueules, ils vont entendre. On va le dire. Les grandes gueules. Et merci, encore une fois, si tu veux. Mais je continue, Ahmed, et merci pour ton soutien. Vas-y. Merci. Et les pays où ils sont venus, qui s'appellent la France, et qui leur demandent de quitter. Je me demande où vont-ils aller. Ce sont des réfugiés au même titre que les autres. Tout ça, ça fait partie du traitement que les médias en Occident ont fait, la caricature qu'ils ont fait de ces Africains. Voilà. Merci. Allez-y, Madame Hiro. La folie. On a écouté quand même, on a regardé à la télévision un président qui était à l'aise avec les confrères qui l'ont interviewé. Je pense que c'est un exercice qui n'est pas récurrent chez nous. En Afrique, je veux dire, un chef d'État qui fait appel à des confrères africains pour parler de l'actualité. Pourtant, on en a besoin. On en parlait la dernière fois avec notre émission où on a reçu notre confrère qui nous demandait d'aller au bain de l'actualité, nous-mêmes, d'envoyer des reporters. On en a besoin en Afrique parce que le plus souvent, dans les plus grands médias, et voilà, effectivement, c'était avec Serge Daniel, on consomme ce qui est relayé par les... Je peux comprendre que c'est une question de moyens, mais c'est important que l'on se mette là-dessus, nous les médias, qu'on trouve les moyens qu'il faut pour envoyer vraiment des reporters pour parler de l'actualité. Ce qui s'est fait au Niger, je pense que le Niger est en train de réussir quelque chose d'exceptionnel. Parce que avec ce qu'on a vu avec Mamadou Issoufou, c'est pour nous dire que c'est pas impossible que la démocratie s'installe dans nos différents pays. Ça veut dire que la transition est possible, ça veut dire que l'ouverture est possible. C'est
c'est la preuve de cette invitation. Vous appelez des journalistes, vous parlez des réalités. On a vu des questions qui étaient vraiment des questions concrètes qui touchent, notamment la question qui a été posée ici pour dire que oui, vous soutenez un camp, vous laissez d'autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de langue de bois. Vous posez les vraies questions. Je pense qu'on en a besoin. Dans tous les pays, au lieu d'aller parler, par exemple, sur France 24, on a des médias, par exemple, quand nous prenons Espace aujourd'hui, la télévision, c'est parce qu'on parle quand même pour nos compatriotes, certainement. C'est vrai qu'on peut véhiculer un message pour l'international, les Occidentaux et tout, mais le plus souvent, on veut communiquer pour nos compatriotes, par exemple, pour le cas de la Guinée, pour les Guinéens d'ici et d'ailleurs, pour les Africains d'Afrique et d'ailleurs. C'est important donc de passer par ces médias-là parce que les gens, ils vivent à l'Occident, ils vivent par exemple en France, mais ils veulent s'imprégner de la réalité d'ici, de la Guinée. Les Nigériens vivent en France, ils veulent savoir ce qui se passe dans leur pays. Je pense que c'est un exercice à saluer. J'espère que, comme ils l'ont dit, hein, les autres pourront s'inspirer. Parce que ce serait important qu'un jour, un chef d'État se dise, bon, aujourd'hui, que le colonel Doumbouya se dise, bon, aujourd'hui, je vais intervenir sur Espace, qu'il se déplace, qu'il vienne, qu'il se prête à cet exercice. Moi, je me dis que c'est un exercice démocratique. Évidemment. Qu'on te pose des questions et puis que tu répondes. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire. C'est vrai qu'on voit souvent des communications qui sont préparées, on prend dans le tas des journalistes, mais ce qui pourrait paraître plus vrai, c'est d'aller vers ces journalistes, avec les journalistes qui sont là, qui sans langue de bois peuvent poser des questions. Ça vous rapproche beaucoup plus de la population. Ça sonne plus vrai que quand tout est préparé, qu'on se déplace, qu'on vienne à se retrouver avec des questions. Sélectionner le plus souvent. Parce que nous savons que le plus souvent, on prépare le questionnaire, on vous dit non, vous ne posez pas cette question. Dans ce cas, il n'y aura pas de vrai. Il n'y aura pas de vrai parce que la réalité, elle est là. Donc, il faut casser ce mythe-là. Ce mythe-là de se dire non, nous on veut parler sur RFI, c'est pas interdit de parler là-bas parce que c'est aussi des médias, ils ont le droit de faire des interviews et tout, mais ouvrez-vous à la presse locale, c'est encore plus important. Voilà, Moussa Yoroba, allez-y Ahmed Kamara pour clore. Écoutez, j'ai l'impression que vous quémandez l'interview quand on décide d'entrer en politique ou quand on rentre dans on devient public. On doit quand même savoir qu'il y a ce qu'on appelle la loi de la proximité. Si vous n'apprenez pas et que vous voulez aller loin, mais partez. Moi, je demande à personne s'ils veulent venir, qu'ils viennent, s'ils ne veulent pas, qu'ils laissent. Les grandes gueules. Il a fait son interview, ça passera et vous allez voir que ce sont ces mêmes-là qu'on accuse qui vont ils vont se contenter de ça. Ils vont prendre et ils vont relayer chez eux. Ils vont dire le président Bazoum a dit ceci. Donc il a pas sauté les étapes. Il a préféré faire ici et que les autres s'en servent. C'est comme ça. Maintenant, si d'autres pensent que c'est ailleurs que ça peut passer, qu'ils continuent. Moi, j'ai rien à leur dire à ce niveau. Maintenant, concernant tout ce qu'il a dit, notamment la question du terrorisme, je suis parfaitement d'accord avec lui. Wagner, mais Wagner est sans cœur. Wagner, ça tue. Ça tue au Mali. On a vu de fausses communes en Centrafrique. De la manière dont on parle de l'information, ces gens-là qui ne maîtrisent pas nos contextes, c'est pareil avec Wagner, qui viennent dans un pays, on les amène loin, dans un village là-bas, ils ne savent même pas faire la différence. On a suivi des reportages sur des anciens membres de cette organisation qui vous disent, tout ce qu'on vous apprend, c'est tirer. Tout ce qu'on vous apprend. Et dire, par exemple, c'est ça, les lois de la guerre, il ne faut pas tuer comme ça, il ne faut pas faire ci et ça. Non, ils ne savent pas du tout. Alors donc, je pense que ça ne peut pas... Moi, je pense que... Ça ne peut pas... Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec le président. Il faut quand même savoir... Je pense quand même qu'il faut savoir qu'il y a quand même une médiatisation super négative sur Wagner. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Il faut savoir que Wagner, c'est la Russie que l'on voit tout de suite. Tous les médias occidentaux, pas que français, tout l'Occident et tous leurs médias, c'est que c'est une vraie machine au service de l'Occident. Tous les médias occidentaux vont diaboliser Wagner et porter un certain nombre de choses. C'est ce qui va se passer. Je suis d'accord que ça peut se passer. Donc quand on dit que Wagner ne fait que tuer, Wagner ne... Non mais Ahmed, je pense qu'il faut savoir regarder là-dessus. Non. Moi je pense que la guerre tue partout. Non. Je suis d'accord qu'il y a une guerre de communication. Mais au même moment que tu l'acceptes ou pas, c'est quand même un groupement dont on suit les activités un peu partout dans le monde. À travers, voilà, allez-y. Oui, à travers les médias occidentaux, il suffit d'aller en Centrafrique pour voir ce qu'ils ont fait. Aux yeux. Alors je dis bien
que moi je suis d'accord, s'il est en front aujourd'hui avec le Mali, mais il faut dire que le Mali est une bombe aujourd'hui. Si ces pays-là sont en train d'exploser, que ce soit le Mali et autres, c'est parce que la Libye a explosé. Si nous sommes encore protégés, c'est parce que le Mali est encore, ça va encore. Pour l'instant, je peux dire que même si c'est pourri, ça va encore. Mais avec la présence de Wagner et autres là-bas, moi je dis que je suis inquiet pour la situation ici. C'est vrai que nous sommes loin. Nous sommes loin encore du nord du Mali, où il y a des dégâts. Mais aujourd'hui, il faut que tout le monde se mobilise et qu'on fasse comprendre aux autorités maliennes qu'ils ne peuvent pas gérer à eux seuls cette situation et qu'ils sont amenés à gérer cette situation avec tout le monde parce que cela il va de notre sécurité. Aujourd'hui, on est en train de parler, on est très content ici, tout va, on s'est dit non, ça va, il y a ceci, il y a cela. C'est parce que, je vous le dis, ça va encore. Donc, il ne faut pas laisser ce gouvernement... Le problème, moi j'entends bien Bazoum, j'entends bien ceux qui disent bon, chasser Wagner. Mais ma question n'est pas au niveau seulement de Wagner. De toute façon, s'ils ont fait appel à Wagner, c'est parce que l'armée... Mais ce qu'on a fait, la solution qu'on propose... On ne propose rien au Mali. Non, la solution qu'on propose... On dit, pour qu'on vous aide, vous les militaires, vous quittez le pouvoir, vous organisez les élections. Est-ce que vous pouvez, mais aujourd'hui, on donne beaucoup d'argent à Wagner. Est-ce que vous pouvez me dire que les militaires maliens sont nuls à ce point, au point de faire appel à Wagner? Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous qu'on peut se débarrasser des Wagner. Il faut qu'on développe d'abord à l'interne un mécanisme qui permet de faire face à l'insécurité. Pour nous, la Guinée, ce qui n'existe pas. Pour nous, la Guinée et pour d'autres pays africains, le G5 Sahel a échoué. Pour nous, la Guinée et pour d'autres pays africains, je pense que la solution, c'est quoi? Il faut aujourd'hui qu'on prépare nos armées. Nos armées, il faut les armer. Nos armées, il faut les former. Nos armées ont besoin de tout cela aujourd'hui. Sinon, je vous le dis, ce qui se passe au Mali, je ne le souhaite pas. Si ça se passe dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, ils seront sans force et ils seront obligés de faire appel à l'Occident. Et c'est ce qui doit cesser. Il faut donner de la force. Mais le G5 Sahel, si ça n'a pas réussi, ça n'a pas réussi. Mais c'est eux qui savent. Parce que c'est les mêmes qui ont savent. Et dès qu'ils ont mis ça en place, ils ont commencé à les autres pays africains sont informés. La solution, préparez vos armées. C'est ça la solution. Le Niger vole quand même avec quelques pays occidentaux, notamment l'Allemagne, l'Italie, même s'ils ne sont pas sur le terrain, mais ils interviennent d'une certaine façon dans le cadre des renseignements. Ce sont eux qui aident. Donc chaque pays a choisi d'évoluer avec certaines puissances. Oui, pour le Mali, on dit c'est Wagner, et puis on va la Russie derrière, on dit on n'est pas d'accord. Mais en même temps, si vous voulez qu'il y ait une sécurité, parce qu'il est conscient, si ça ne va pas au Mali, ça n'ira jamais au Niger. Si ça ne va pas au Mali, ça n'ira jamais au Burkina, ça n'ira jamais à Mauritanie ni au Tchad. Là, ils sont conscients. Mais ils ont du mal. La Guinée, ajoute la Côte d'Ivoire, ajoute partout. Oui, bon, pour le moment, nous, on est un peu épargnés. Je parle du Sahel et je pense qu'il doit se dire, oui, même si c'est des pushistes, je discute avec eux et je mets en place avec eux un mécanisme qui permet de lutter contre l'insécurité. Mais quand on dit on n'a pas besoin d'eux, ben ça devient un problème. Ahmed parlait de... Je voulais, si tu permets, juste pour enchaîner là-dessus, je vais vous dire, la situation du Mali est même préférable aujourd'hui à celle du Niger. On ne s'en rend pas compte encore. Non, je vais te dire, d'un point de vue géographique, et la stratégie en découle, la géopolitique au niveau sécuritaire en découle. Regardez les pays au niveau d'Agadez, c'est la Libye. La Libye est totalement en déconfiture. Regardez le Tchad de l'autre côté, vers le lac Tchad. Regardez le Tchad là où il se tient. Aujourd'hui, il y a Itno qui est là, mais on sait qu'il y a une bonne partie du territoire tchadien qui n'est pas sous contrôle des forces républicaines. Regardez le Mali qui est tout près également de ce territoire-là. Vous allez voir en fait que si la situation au Mali empire, le Niger est pris en étau, resserré dans l'étau de ces forces qui vont venir côté Nigeria par exemple, côté Libye et puis côté Mali. C'est simplement qu'on va broyer ce territoire-là. C'est pourquoi je dis encore une fois, on peut se perdre dans ces réflexions-là et le Mali est allé vers Wagner, peut-être s'aligner sur les positions françaises, mais c'est dangereux, même pour ces territoires qui se sentent comme dans un semblant de sécurité aujourd'hui. Le Niger n'est pas en sécurité, c'est ça la vérité, et il faut, par mesure préventive, prendre toutes les mesures pour pouvoir aider les territoires comme le Burkina, comme le Mali, parce que si ils tombent,
toute l'Afrique de l'Ouest va s'embrasser. Voilà, on vient de l'apprendre, mesdames et messieurs, en direct. Alerte info, donc un accident mortel vient de se produire donc à Tamboni, sous-préfecture de Colabouy, qui a enregistré donc 6 morts sur place et des blessés graves. Une voiture taxi donc en provenance de Colabouy avec le cortège donc du ministre de la Sécurité. Donc voilà, c'est l'information que nous venons d'apprendre à l'instant T. Au lieu d'aller rendre visite, au lieu d'aller de visu sur le terrain constater l'accident à Télimélé, l'accident à Dubrika, il vient avec un cortège et on nous parle de notre accident, on parle de 6 morts. Je pense que moi, comme je dis, non mais arrêtez de me faire le geste de la main comme ça, je suis choqué que ça se passe. Il y a pas très longtemps, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, on nous parlait, on vérifie l'information, d'un haut commis de l'État avec son cortège qui aurait heurté quelqu'un à Imbaya, 7 personnes, et alors qu'il avait déjà fait une première fois, donc c'est sa deuxième victime. Il faut qu'on prenne des mesures pour ces cortèges. Moi, je suis choqué qu'on parle de d'à peu près 13 morts et on est encore en train de vouloir rajouter. Cette fois-ci, c'est pas à peu près parce que l'information est précise. 6 autres morts dans un cortège oui, Antoine, tu iras vérifier après. Il faut que l'État réagisse par les sanctions, par la loi. Il faut mettre les chauffards, les conducteurs au pas. Il faut que l'on commence dans ce pays à respecter les normes et les codes de la route. Merci beaucoup, mon cher Ahmed. Plus de 15 morts, il faut le rappeler, quand on fait le cumul. C'est juste dramatique. Je ne sais pas trop ce qui se passe là, sincèrement. On parle de 21. 21 morts. Parce que si on a 5 en Haute-Guinée, ici 6 et on a déjà 10 ici, on a 21. Allez, que Dieu sauve notre pays, la Guinée. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs, sur Espace. Dans un instant, vous avez accès à votre émission au fil de la semaine avec Daouda Mohamed Kamara, juste derrière nous, évidemment. Sinon, si vous regardez l'émission de la nuit, c'est Miss Eben qui vous allez retrouver pour les infos le 19h45. À 15h, sur la même antenne ici, vous avez les informés sur Radio Espace. Et sur Suite FM Guinée, à 13h, Suite classique avec Eric. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.